Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Ramadan Karim, Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan Noun, bon Ramadan à tous, un Ramadan qui... Alors je vais saluer mes collègues en régie, leur demander s'il vous plaît de me couper l'oreillette, voilà, car vous savez, on ne travaillons pas tout seul. Merci à l'équipe. Le Ramadan a débuté donc cette semaine, nous allons revenir sur ces premières journées, notamment en Algérie avec un Ramadan de plus en plus cher, des pénuries de certains produits, mais aussi des tarifs qui dépassent toutes les hauteurs possibles, malgré, depuis maintenant, l'année dernière, depuis plusieurs années, on a entendu tout de même un président algérien, un ancien ministre du Commerce, Kamel Rizzi, qui était aux commandes, annoncer des annonces, un certain nombre de réflexions pour que les Algériens et les Algériennes tout au long de l'année, mais notamment en ce mois saint, en ce mois béni de Ramadan, puissent subvenir et vivre ce mois sacré dans les meilleures conditions. En tout cas, on écoutera tout à l'heure quelques réactions qui ont été tournées par nos confrères en Algérie. Vous verrez que c'est pas le cas puisque c'est très très compliqué aujourd'hui de pouvoir notamment s'offrir quelques denrées alimentaires, quelques produits, notamment la viande rouge est aux alentours de 2400, 2500 dinars, ce qui est exorbitant. Nous reviendrons dans l'actualité bien évidemment cette semaine qui a été marquée par la disparition du grand écrivain universitaire. Il en a formé des générations, Allah yarhamou, Abdelali Razaki. On a vraiment entendu des mots forts tout au long de la semaine et encore aujourd'hui. L'Algérie vient de perdre un homme symbole de la ténacité, intégrité, honnêteté. On parle d'une belle voix, une belle plume, une bougie de lueur, d'espoir qui s'est éteinte aujourd'hui, une lumière qui vient de s'éteindre dans la plus grande obscurité de notre pauvre Algérie. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure et vous aurez le plaisir de regarder ce spot dans son intégralité. Et puis on va parler diplomatie bien évidemment avec nos invités. Nous reviendrons sur l'interview, la longue interview que le président algérien a consacrée à Al Jazeera. Il est revenu sur des choses assez fortes, notamment un point de non-retour avec ses relations, notamment en Algérie. Il s'est exprimé aussi sur quelque chose sur lequel nous nous arrêterons énormément ce soir, les prétendues restrictions aux libertés aux médias. Voilà ce qu'a dit le président algérien, que les prétendues restrictions aux libertés et aux médias en Algérie, avancées à chaque fois par certains partis, sont intimement liées aux tentatives de déstabilisation du pays. Nous dit-il, ciblées, je continue, tous les 4 ou 5 ans par ce qui est communément connu sous l'appellation de soft power à travers l'exploitation d'individus soutenus depuis l'étranger. Nous y reviendrons. Le président algérien qui a rappelé que l'Algérie comptait 8500 journalistes, 180 quotidiens, une vingtaine de chaînes de télévision privées, en plus d'autres médias soutenant. Clairement, il a soutenu que l'État n'a jamais imposé de restrictions à leur encontre. Voilà, donc on essaiera d'y revenir. Il a évoqué un certain nombre de sujets. Sur le plateau avec nous, il est présent. Merci, quel plaisir de le retrouver. Hassan Herash, écrivain, son bouquin consacré à Slimane Azem est toujours disponible, bien évidemment. Il est docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Herash, bonsoir. Bonsoir, et bonsoir à tous nos auditeurs, téléspectateurs, bonsoir à toute votre équipe, et puis à vos invités, notamment à Hamid, que nous verrons tout à l'heure. Il est avec nous, directeur de Reaching Independence True Social, il est à Washington. Hamid Lelou, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ramadan Karim à tout le monde, à vous, à Hassan, et à tous les Algériens et les musulmans qui nous écoutent. Merci. Merci infiniment. Il est avec nous, il va venir nous rejoindre, le docteur Mohamed Lamine Chiban. Alors voilà, docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique
tout temps va venir aussi nous rejoindre pour notamment revenir sur cette première actualité. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver dès maintenant, car on va bien évidemment l'entendre sur ce Ramadan 2023 avec des tarifs, je vous le disais, un Ramadan de plus en plus cher. Donc on va y revenir dans un instant. On va peut-être pour commencer retrouver ces quelques phrases qui retracent peut-être dans les grandes lignes, mais vraiment dans les grandes lignes, le parcours d'Abdelali Razqi, paix à son âme. On se retrouve tout de suite après. Voilà, à l'occasion, on y reviendra tout à l'heure, hein, bien évidemment, sur ce grand personnage, mais on essaiera aussi de comprendre beaucoup d'hommages. Hein. On a consacré toute une série d'émissions pendant 48 heures au sein d'El Mar Al-Biyam. On essaiera de comprendre où est cette élite, comment cette élite peut-elle émerger aujourd'hui. Est-ce qu'on parle plutôt d'opportunisme de poste? Est-ce qu'avec le pouvoir actuel, où effectivement tout le monde ne pouvait pas et ne peut pas s'appeler Abdelali Razaqi, comment une élite peut-elle continuer à garder le cap, à militer? Je vais saluer une nouvelle fois les équipes en régie. Je vais vous demander, s'il vous plaît,
de me couper. Voilà, merci infiniment. Donc, Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir, mon ami Chaben. Salam à vos invités au Sahar Mdalkom et je salue tous ceux qui suivent le Magharibi Al-Habiba, ceux qui aspirent toujours à la dignité, à l'état de droit, à la justice et à la liberté. Merci d'être là, Mohamed Lamine Chibane, docteur et puis militant politique de tout temps. Nous allons d'abord regarder ces deux petites vidéos où encore en 2023 en Algérie il y a des coups fins. On va se poser cette question, pourquoi n'y a-t-il pas de système économique? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné il n'y ait pas un recensement qui est fait clair avec les personnes qui sont vraiment dans le besoin et peut-être les aider financièrement autrement que de faire des chaînes à essayer de récupérer un coup fin. Et juste derrière, on va entendre vous allez voir quelques Algériens, frères et sœurs algériennes qui nous parlent aujourd'hui de 7 millions, 8 millions, voire 15 millions, donc 70 000 dinars, 80 000 dinars, voire 150 000 dinars pour vivre ce mois de Ramadan. سيتم توزيع الدفعة الأولى من قفة رمضان متمثلة في 1000 قفة ويصاحبها ذبح عجل يعني أزيد من 4 قناطير يعني بمعدل 400 حصة. ستوزع شرعنا في توزيع هذه الحصص اليوم على البلديات بحيث لحد الآن وزعنا أزيد من 30 بلدية. الدور نتاعنا هو قفة رمضان وقفة شهرية بينهم البنات والذكور. أنا أخويا رمضان لازم له مينيموم 7-8 ملايين باش تاكل اللحم اختراف في 3 أيام 4 أيام. ميزانية تاع رمضان تفوت 8 ملايين سبيسيال لرمضان وكاين اللي أكثر. نتايا أنا هكذاك 8 6 ملايين يعني تخصصها لرمضان. نخصصها لرمضان بين قلب اللوز لابية شوية دجاج واللحم. أنا شهر خدام في البلدية واش تخبي أنا خلصنا دوكا عندنا الصبر آدم عندنا شحال من خلصنا عندنا واحد إنسيمان شهرية تاع البلدية واش راح تخبي؟ أقسم بالله ماني مخبي والو. كيف تجوز رمضان؟ كيفاش نزيدو نستناو شهرية اللي تجي في رمضان 2 افريل تما نكونوا خدمنا ايامات تاع رمضان. هذيك الشهرية لا هذيك تسلك ماشي تجوز تسلك 15 مليون ما كاش منها. شحال باش تجوز بهم رمضان؟ نعم يعني 15 مليون يكفيوك شوية؟ ما يكفيوكش الجزائر والله ما يكفيوك شهر رمضان. ما يكفيوكش حنا نتشحاو. Voilà, c'est quelques réactions pour débuter ce mois de Ramadan. Alors sachez qu'en Algérie, le SMIC est aux alentours de 20 000 dinars. On va commencer par vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. D'abord, vous êtes médecin, vous êtes au quotidien au plus proche des Algériens et des Algériennes, puis vous êtes citoyen algérien aussi avant tout. On a un président qui a dit qui a appelé clairement les commerçants intègres, qui pour lui sont la majorité, en particulier les commerçants de quartier, à prôner comme à l'accoutumée l'esprit de solidarité, d'entraide et de clémence. Et il a réaffirmé aussi que l'État a pris toutes les mesures pour que l'approvisionnement du marché, en vue d'éviter toute perturbation, et que les Algériens puissent vivre ce Ramadan dans les meilleures conditions. Comment se passent ces premières heures de Ramadan pour les Algériens? Très difficile, mon ami Chaben. Très difficile pour la classe moyenne. Je ne parle pas de la classe, la première classe. Et vraiment, quand on voit le prix des fruits, des légumes, de la viande, on voit les chaînes toujours pour le lait. Il n'y a pas de lait, il faut se lever le matin. Vraiment, c'est terrible. Un climat qui pèse pour un début de Ramadan. Et j'espère que d'ici là, dans quelques jours, ça va s'améliorer, j'espère. Mais je voudrais vous rappeler ce que disait Victor Hugo. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Nous existons, mon ami Chaben, mais nous ne vivons pas du tout. C'est malheureux pour un pays riche en énergie, en gaz, en pétrole, c'est vraiment malheureux. Mais enfin, comme le dit le citoyen algérien,
Docteur Mohamed Lamine Chiban, comment on peut expliquer, notamment aux téléspectateurs qui ne connaissent pas le pays, et puis même beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui vivent à l'étranger, ces nouvelles générations, comment on peut leur expliquer, par exemple, qu'en 2023, dans un si grand pays, on puisse encore avoir ces techniques de couffins. Donc les couffins, c'est ces paquets garnis de denrées alimentaires, notamment de première nécessité qu'on remet aux familles les plus nécessiteuses. On a vu encore des postes cet après-midi où apparemment il y a de l'importation de viande de bœuf du Soudan. Et puis vous le disiez à l'instant, vous souhaitez que dans quelques jours les choses aillent mieux. Mais comment que ça se fait qu'en Algérie, chaque année aussi, on avait un ministre qui avait promis des choses, Kamel Rezig. Pourquoi on en est là encore une fois pour un énième Ramadan à parler des tarifs, des produits? C'est en deux mots, c'est Chaben. Il ne faut pas être un philosophe. Hein. C'est le résultat d'une mauvaise gestion. C'est tout. Une mauvaise gestion, voilà ce que nous récoltons, ce que nous avons semé durant toutes ces dernières années, comme vol, comme dilapidation du trésor public. Et voilà à peu près, voilà ce qui se passe en ce moment. Et sincèrement, le peuple mérite mieux. Le Chab Jazairi, يستاهل أحسن pour plus d'1,5 million de chouhada. Et quand on voit ce qu'a souffert le peuple algérien, sincèrement, il mérite mieux. Pour 2023, faire la chaîne encore pour un sachet de lait à 25 dinars et qu'on ne trouve pas la chaîne pour la semoule. Et puis j'en passe pour tout ce qui est. Il y a beaucoup de pénuries. Je suis médecin, je vous parle des produits pharmaceutiques. Alors là, c'est encore plus grave. Mais enfin, c'est pas. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. C'est vraiment désolant pour un pays comme l'Algérie. Merci docteur, restez avec nous pour ces quelques précisions. Avec nous sur le plateau, et la même question que je vais poser à Hamid Lelou dans un instant. Si on prend de la hauteur, on est en 2023, Hassan Helaj, vous êtes d'abord économiste, docteur en économie. Comment un pays avec autant de surface, l'eau, le soleil, la mer, on peut faire du tourisme, les hydrocarbures, les énergies. Encore une fois, on a des Algériens qui sont confrontés à une situation primaire. On a des couffins, on a des gros problèmes avec des tarifs qui dépassent, encore une fois cette année, peut-être des tarifs qu'on n'a jamais vus. C'est quoi? C'est la gestion pour vous aussi? Il y a la gestion, il y a l'inconscience et il y a le je m'en foutisme. Et il y a aussi le fait que l'Algérien n'est pas libre de produire. Donc tout vient de l'État et tout est centralisé, tout est bureaucratisé. Donc à partir du moment où l'Algérien ne peut pas être un opérateur économique, ne peut pas avoir confiance dans les institutions, aussi bien politiques, bancaires, et toute autre institution, donc il va de soi que la majorité des Algériens vont être dépendants des institutions et des collectivités locales. Donc l'organisation des couffins, c'est aussi une stratégie. Vous savez, c'est une animalisation des rapports sociaux, c'est-à-dire pousser l'Algérien à s'occuper que justement de l'alimentation, de produits de base, etc. C'est un peu la pyramide de Maslow. Donc le garder justement dans la case vraiment tout à fait en bas, qui s'occupe ni de culture, ni de politique, ni d'autre chose, mais qui passe l'essentiel de son existence, de son quotidien à rechercher de quoi se nourrir. C'est-à-dire que pour vous, indirectement, il y aurait cette mauvaise gestion, il y aurait une volonté peut-être de laisser les Algériens essayer de se procurer un bidon d'huile dans les villages parfois aussi, enfin pas parfois, les villages, enfin en Algérie il y a énormément de citernes et de bidons d'eau. C'est volontaire ça, c'est quoi? Pour pas faire grandir les esprits, Je pense qu'il y a une volonté politique qui existe depuis le régime de Boumediene, Bokharouba. Toutes ces périodes-là ont connu des pénuries de tout. Tantôt c'est de la semoule, tantôt c'est de la viande, tantôt c'est de la tomate, tantôt c'est les médicaments, parfois c'est tout ça à la fois. Donc il y a effectivement cette politique, je dirais,
de dépendance, de faire que le peuple algérien regarde uniquement en direction du pouvoir et espère justement que ce pouvoir lui jette des miettes et qu'il puisse évidemment nourrir sa famille, ses enfants, etc., scolariser dans des conditions absolument lamentables, se soigner dans des conditions absolument lamentables. Je pense qu'effectivement, au sein du pouvoir, il y a une minorité évidemment consciente des problèmes de l'Algérie et qui voudrait que ça change et qui ont tout fait pour que ça change. On l'a vu depuis notamment le gouvernement Hamrouche. Mais je crois très franchement qu'ils sont une minorité. Et cette minorité souffre beaucoup plus que nous, les opposants, beaucoup plus que nous, les observateurs, parce que précisément ils sont à l'intérieur du système, mais totalement impuissants. Donc moi, j'observe effectivement que l'économie est parallèle, les flux financiers en devises, c'est parallèle, les flux financiers en dinars, c'est parallèle, et le système bancaire est complètement déserté. Il n'y a pas de confiance entre le consommateur, le producteur, et entre le producteur et les institutions, Comme il n'y a peut-être pas de confiance entre les Algériens et la politique. Tout à fait. Donc, c'est une espèce d'enchevêtrement négatif qui fait que l'Algérie, avec un potentiel énorme, fait malheureusement partie des pays du tiers-monde qui sont en difficulté et qui dépendent de l'approvisionnement en blé, en médicaments, en semis, en alimentation du bétail, etc. Tout ça, on dépend de l'étranger. Et on voit d'ailleurs la difficulté énorme depuis la crise russo-ukrainienne, une crise qui s'est donc aggravée. Et jusqu'à ce que ça pousse les dirigeants algériens à faire appel au blé français qu'ils avaient déserté alors qu'ils s'étaient tournés vers le blé russe. Donc c'est tout un ensemble en fait. Et pendant ce temps-là, on a un président algérien qui a annoncé dans le cadre d'une interview, on va y revenir, que l'Algérie était capable, que la diplomatie était capable de jouer le rôle de médiatrice dans ce conflit russo-ukrainien. Mais on va rester quand même encore 2-3 minutes sur l'économie. Hamid Lelou, pareil, je fais appel un peu à vos expériences, vos analyses. On est en Algérie, on a encore un ramadan qui commence d'une manière très difficile. On vient d'entendre quand même des mots assez forts. Il y a peut-être cette volonté, parce que je pense qu'il y a de quoi faire en termes de surface, certainement aussi en termes de compétences, et même peut-être en termes de compétences politiques. Faut-il encore peut-être laisser les ministres, les gouvernements travailler? Votre vision, votre analyse sur cet échec, ce chaos, puisque, encore une fois, c'est difficile au quotidien pour les Algériens. Vous savez, mon frère, cette question mériterait une séance, plusieurs séances même, juste sur cette question, parce qu'il y a tellement de choses à dire et vos invités ont déjà touché à beaucoup de points. C'est intéressant que notre ami Hassan a mentionné la hiérarchie de Maslow. Moi, j'ajouterais à ça que ça fait partie des droits humains basiques. Et effectivement, la situation en Algérie, c'est que nous sommes au premier palier de cette hiérarchie, c'est-à-dire les besoins physiologiques de l'humain, qui est la nourriture. On n'est même pas à l'étape de la sécurité, du toit, etc., parce que ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler pendant longtemps. Mais à ça, moi, j'ajouterais une autre dimension, c'est ce qu'on appelle la violence structurelle. C'est quand tous ces manques, comme notre ami monsieur d'Alger, docteur d'Alger, qui est d'Algérie, qui a mentionné tous ces besoins qui continuent et que maintenant, même la classe moyenne ne peut pas faire face à ces besoins. Est-ce qu'elle existe déjà, la classe moyenne? Et on est arrivé au point où on rentre dans ce qu'on appelle la violence structurelle, où l'individu accepte cette violence, parce que ça fait partie de la violence. Quand il n'y a pas de lait, ça devient normal. Ça devient normal de se réveiller à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin pour en faire la chaîne et acheter du lait. Ça devient normal qu'on qu'on vive avec les coupures d'eau
que l'eau vienne une fois par semaine à 3 heures du matin, ça devient normal. Tout ça, c'est de la violence structurelle. Mais moi, j'ajouterais à ça quelque chose qui pourrait peut-être choquer beaucoup d'Algériens, à se demander si c'est vrai. Mais j'ai pas de preuves. Des fois aussi, ce genre de comportement, il fait partie de ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et c'est intéressant que mon ami Hassan Hirash avait touché à ça, aux certaines personnes responsables au sein du système qui veulent que les choses avancent, changent, mais ils n'y arrivent pas. Peut-être même dans certains pays, ça a existé, je ne sais pas en Algérie, les gens de l'intérieur du système créent ces genres de crises pour pousser la population au désarroi et à se soulever. On appelle ça un petit peu la désobéissance civile qui pousse à la résistance de tous les jours. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves là-dessus. Je ne sais pas si notre ami Hassan a des preuves là-dessus, mais ça arrivait dans certains pays, comme par exemple dans les pays d'Amérique latine. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que la situation s'aggrave. D'un côté, il y a l'incompétence, mais quand je dis l'incompétence, c'est pas forcément les ministres. Des fois, vous avez des ministres très compétents, mais ils peuvent pas faire le travail parce que le centre de décision ne leur appartient pas. La décision est ailleurs. Et ces ministres ou bien ces responsables dans les administrations sont là pour gérer, entre autres, les dégâts faits par les autres. Parce qu'ils ont la technicité, ils ont des compétences. On a des ministres qui sont compétents, mais est-ce qu'ils peuvent décider? Est-ce qu'ils ont le dernier mot? Ou est-ce qu'ils sont là pour justement faire la façade? On a des techniciens, on a des gens compétents, mais derrière, les gens qui décident, c'est autre chose. Merci Hamid Lelou pour ces précisions. L'actualité suivante, elle a été marquée par la disparition d'un homme qui n'a pas mâché ses mots, qui a lutté coûte que coûte, qui a été intimidé. On lui a notamment interdit de sortir l'un de ses bouquins parce qu'il disait clairement les choses. Fils de Shahid, Abdelali Rezaghi nous a quitté cette semaine à 74 ans, qui a toujours gardé le cap de la lutte. Il était près des hirakistes. Voilà ce qu'il avait notamment exprimé lors d'une rencontre avec le militant Karim Tabou. Il lui avait dit: un pouvoir répressif qui fait usage de brutalité policière contre l'enseignement, l'étudiant, le militant, le chômeur et toutes les couches de la société finira comme ordure dans la poubelle de l'histoire. Donc des propos qui témoignent de son indignation. On parle d'un homme courageux et puis qui a vu passer des générations dont une grande partie de mes collègues ici ont eu la chance d'être à ses côtés. Mohamed Lamine Chiban, vous qui avez déjà une certaine expérience, sacré personnage, un grand homme. L'Algérie vient de perdre une vraie personnalité, d'abord dans son courage, sa volonté de vouloir défendre les libertés, de ne rien lâcher. On va en parler juste derrière. Tout de même, face à un pouvoir où c'est quand même compliqué de faire de la politique, du syndicalisme, de monter des associations ou alors de s'exprimer sur Internet. Oui, Chaben, je vous cite André Malraux. Rien n'est plus important dans la vie que de faire partie de ceux qui ont été capables de dire non. Et l'Oustad Ali Rezaghi, c'est un monsieur qui a refusé la soumission, qui refuse l'obéissance aveugle, qui refuse de courber les chines. Lui, qui est fils d'un shahid. Alors, grand respect pour ce grand homme, et en même temps, je salue le professeur Saad Bouakba, auquel on lui a retiré son passeport. Et là, il a toute notre sympathie et toute notre considération. Ils font partie, Saad Bouakba, Abdelali Rezaghi, et sans citer beaucoup d'autres, ils font partie d'une élite universitaire digne de Adben Ramdan, d'une élite universitaire digne de Ali Boumengel, de Maurice Audin, de Reza Chouhou, de Mouloud Faroul et tant d'autres. Malheureusement, comme l'a si bien dit Jamaldine Ben Chennouf, tous les intellectuels en ce moment n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire. Et là,
ça reste un point noir pour cette pseudo-élite qui ne veut pas parler, qui ne veut pas crier, qui ne veut pas dire tout haut. Elle existe, cette élite. Vous dites pseudo-élite, c'est une question qu'on va se poser juste derrière aussi avec le docteur Hassan Helash et Hamid Lelo. Elle existe, cette élite, aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut émerger en Algérie? Est-ce qu'on peut retrouver demain encore des Saad Bouakba, des Abdelali Zaki, Allah yarhamou, parce que c'est pas facile quand même de garder le cap. On rappelle que Saad Bouakba, d'abord, il n'y a pas si longtemps que ça, il a été arrêté. Et puis en juin 2021, Abdelali Zaki a aussi été arrêté par 6 policiers en civil. Docteur? Oui. Oui, en Algérie, cette élite, est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Comment peut-elle émerger avec cet environnement, ce contexte, la façon aussi de faire du pouvoir? On parle de répression en Algérie, tout de même, on parle de difficulté à s'exprimer. Écoutez, il est vrai qu'il y a un climat qui est pesant. Il est vrai que la plupart des élites, ils sont muselés. Il est vrai qu'il n'y a pas de liberté d'expression, elle ne se mesure pas sur le nombre de journaux. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il faudrait avoir ce courage, comme l'ont eu nos prédécesseurs, et comme je vous ai cité, ces intellectuels, Ahmed Francis, Ali Boumengel, Abdelhamid Mehri, ceux qui ont signé justement les accords d'Évian et qui, alors qu'ils étaient, alors là je sors du sujet, à Melun, avec avec Louis Jacques qui dirigeait les accords d'Évian sous le patronage du général de Gaulle, ils étaient traités par le général de Gaulle de lascar, malheureusement. Mais alhamdoulilah, ces gens, cette personnalité politique nous ont vraiment rendu notre fierté. Et nous espérons que dans le futur, nous aurons des jeunes qui auront la force et le courage de cette élite que nous avons malheureusement perdue. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Restez avec nous, docteur Hassan Helash, avec nous sur le plateau, bien sûr, vous qui êtes écrivain aussi, un homme important, qui a, fils de Shahid. On a beaucoup d'hommages cette semaine, mais question qui se pose aujourd'hui en Algérie, est-ce qu'on peut voir des écrivains émerger, libres d'écrire? D'ailleurs, Slimane Azem aussi, lui, avait été très, très gêné déjà à l'époque, avec ses chansons, ses œuvres et sa poésie. Est-ce que cette élite aujourd'hui, est-ce qu'elle existe et elle se tait? Est-ce qu'elle existe et elle ne peut pas travailler? Ou est-ce qu'à un moment donné, ce pouvoir fait en sorte de mettre fin et de faire éteindre toutes ces petites bougies qui commencent à s'allumer? Oui, je pense que l'élite algérienne existe. D'ailleurs, on l'a entendu s'exprimer pendant le Hirak, la période du Hirak. Donc il y a eu un foisonnement d'idées, un foisonnement de propositions pour sortir de l'impasse. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme hier et avant-hier, l'élite est totalement bâillonnée et exclue. On ne tient pas compte évidemment de son avis et on essaye au contraire d'organiser une espèce de conflit entre arabophones, berbérophones, francophones et maintenant anglophones, etc. Donc il y a une espèce de stratégie du chaos qui fait que, effectivement, aujourd'hui, les universitaires, les journalistes, les magistrats, etc., qui ont envie que ça change, qui ont envie que l'Algérie devienne un pôle attractif, non seulement pour ses enfants, mais pour l'ensemble des pays qui nous environnent, et même au-delà, que ça devienne un pays attractif au sein de l'université, dans les entreprises, dans les institutions, etc. Donc oui, cette élite existe, mais on voit quotidiennement qu'elle est justement en difficulté, elle ne peut pas aller et venir. Là, je viens de visiter 3 universités en Écosse où j'ai rencontré des professeurs algériens qui enseignaient là-bas dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine médical, informatique, surtout informatique d'ailleurs, mais mathématiques, le génie civil, etc. J'étais agréablement surpris de voir justement tous ces Algériens, jeunes et moins jeunes,
qui justement dispensent leur savoir, et ils retrouvent d'ailleurs des étudiants algériens qui ont fui leur pays pour étudier dans les universités occidentales, qui retrouvent des professeurs de leur pays d'origine, et j'observe que malheureusement tous ces professeurs, tous ces chercheurs ont envie de travailler avec l'Algérie. Si ce n'est pas possible de travailler en Algérie, au moins avec l'Algérie, ils ont la possibilité de le faire, notamment maintenant avec les nouvelles technologies, etc. Mais on leur ferme la porte. Et au contraire, ils sont menacés dans leur droit d'aller et venir. On leur enlève un passeport pour un oui ou pour un non. On leur inflige des ISTN, etc. pour avoir écrit sur Facebook ou sur un journal, ou pour s'être exprimé sur une chaîne de télévision. Et etc. certains pour rien du tout. Oui, mais c'est pas certains, c'est tout le monde pour rien du tout. Je crois que ces Algériens, ils ont tout à fait le droit de dire ce qu'ils pensent de la politique. Il arrive à certains, malheureusement, ils ne se sont pas du tout exprimés. Donc voilà. Jamais. Et mais j'insiste sur le fait que ce ne sont pas les plus malheureux. Je répète que les plus malheureux, ce sont justement les intellectuels qui sont dans les institutions, il y en a, dans les ministères, dans l'armée, dans les services de renseignement, dans les renseignements généraux, etc., mais qui ne peuvent rien faire, qui sont impuissants face justement à leurs collègues qui, eux, sont pour la manière forte, sont pour bâillonner les Algériens, etc. Donc on est dans cette équation-là, extrêmement difficile à résoudre, si on n'ouvre pas tout simplement à un système démocratique comme ça s'est fait en 1989. Je crois que ce qui a été possible à cette période-là devrait être aussi possible maintenant en 2023, mais malheureusement, on n'en est pas là. Merci pour ces quelques mots là-dessus. Le président algérien donc, a été reçu cette semaine pour une très grande interview. Il a tout évoqué, la diplomatie, les droits de l'homme, les ONG, la France, l'Italie, l'Espagne, le Maroc. Il est revenu sur tous les dossiers. On va d'abord revenir un peu sur ce qu'il a dit sur les droits humains. Je vous parlais tout à l'heure que ce qu'il disait un peu sur les prétendues restrictions aux libertés aux médias, et on en parle juste derrière. فخامة الرئيس، هناك وأرجو أن يتسع صدرك أيضا لهذه الأمور، أنه هناك عتب انتقادات حتى مش عتب على موضوع التضييق على الحريات في الجزائر. قضية التضييق مرتبطة ارتباط عضوي محاولة زرع البلبلة وعدم الاستقرار في الجزائر لكل 5 سنوات 4 سنوات في محاولات نتاع بما يسمى بالسوفت باور. نعم. يعني يدخلوا لك ناس ويساندوهم. شوفي نعطيك رقمين توسع طلب منك سعة الصدر والوقت كذلك. عندنا في الجزائر 8500 صحفي. عندنا في الجزائر 180 جريدة يومية. عندنا في الجزائر 20 تلفزيون تاع خواص. ما نتكلمش على المجلات وعلى عمرنا ولا ضيقنا على واحد. لكن كلها تسبح في يعني تسبح بحمد النظام. لا يعني هل هناك من في انتقادات؟ فخامة الرئيس، هل هناك من يعارض النظام معارضة النظام وهو مدعو من طرف الدولة بالإشهار والدعاية؟ لا معارضة النظام بالأفكار وبخطط اقتصادية أخرى غير الخطة الاقتصادية تاع الحكومة ولا مطلوبة. نعم. ولكن الشتم والدفاع عن مصالح الغير وتقاضي من الخارج وتقاضي أموال من الخارج. أما قضية أمنيستي انترناسيونال وهذه لو دخلنا في هذا الباب، شوفي أمنيستي انترناسيونال أولى بها أن تمشي تدافع على الأطفال اللي في السجون الإسرائيلية، أطفال فلسطينيين 15 سنة يزج بهم في السجون يوميا الذي قتلوا ما وجدوا إلا قضية في الجزائر. للأسف انتهى وقت المقابلة. Voilà, Houssine, mon collègue me rappelle bien évidemment, il a reçu la chaîne au palais, bien sûr il ne s'est pas rendu sur place. Cette interview a été diffusée donc chez nos confrères d'Al Jazeera. Voilà, ce qu'il a dit, que l'Algérie était un État pacifiste et neutre. Il adopte le principe de non-alignement, sa politique générale. Quelques éléments, comme ça vous allez pouvoir échanger tous les trois. Que l'Algérie est habilitée à jouer un rôle de médiation entre la Russie
et l'Ukraine, quand on sait que tout de même il y a un gros problème de légitimité, que le président algérien ne s'est encore pas fait offert de bain de foule depuis plus de 3 ans, qu'il y a un gros problème de confiance entre le peuple et le pouvoir. D'ailleurs, il a même dit clairement que l'Algérie n'intervenait pas si elle était claire que cela ne marche pas. Il est sûr du résultat. Bien évidemment, une actualité qui a fait aussi réagir plusieurs presses, le point de non-retour concernant le Maroc. Et puis, ça va mieux entre la France et l'Algérie. Les deux présidents se sont entretenus hier pour la énième fois. Donc, la page est tournée de cette crise, notamment les nouvelles crises où l'ambassadeur algérien à Paris a été rapatrié sur l'affaire, ce qu'on appelle Amira Bouraoui. L'ambassadeur devrait rapidement revenir sur Paris. Mais on va s'arrêter à ça, notamment sur ce qu'il a dit clairement. Je vais commencer par vous, Hamid Lelou, parce que c'est à vous et c'est aussi des sujets qui vous intéressent, la diplomatie. Voilà, rapidement, que les prétendues restrictions aux libertés aux médias en Algérie avancées à chaque fois, dit-il, par certains partis, sont intimement liées aux tentatives de déstabilisation du pays, tous les 4-5 ans, par ce qui est communément connu sous l'appellation, dit-il, du soft power. L'exploitation d'individus soutenue depuis l'étranger, 8500 journalistes, 180 quotidiens, une vingtaine de chaînes privées, personne est intimidé, on n'a jamais imposé de restrictions à leur rencontre. Il y a quelque temps, il avait beaucoup de respect, notamment pour Amnesty International, avant son élection, je crois, mais en tout cas, là, il dit clairement que les rapports d'Amnesty International sont erronés, appelant cette ONG à diriger ses efforts pour développer les exactions commises contre les enfants palestiniens emprisonnés dans les geôles de l'entité. Et sionistes, voilà, ont beaucoup de cacophonie dans le cadre de cette rencontre. Hamid Lelou, c'est à vous. Vous avez la parole tous les trois. Voilà, je vous ai donné plusieurs éléments. Bon, déjà, il y a le choix du média. C'est très, très intéressant que ce soit Al Jazeera. Il parle aussi de la main étrangère, y compris Ben Ghanna, il y a quelques années. Peut-être il y a quelques mois encore, elle faisait partie de ce groupe qui était accusé par Tebboune et ses acolytes comme étant la main étrangère. Les accusations contre les journalistes en particulier, elles sont sans fondement parce qu'ils n'apportent aucune preuve. Et même ceux qui étaient, il n'y a pas si longtemps, accusés de Khabarji, se retrouvent libérés, acquittés, même pas jugés 6 mois après. Ils font de la prévention, de la prison préventive, après ils sortent alors qu'ils étaient accusés de Khabarji. Et aussi, tout ça, ça rentre aussi peut-être dans un contexte international qui est très particulier. Les choses bougent, peut-être elles bougent plus vite que le système algérien qui n'arrive pas à contrôler les choses qui se passent autour de lui, que ce soit la crise Ukraine-Russie, où par exemple il dit que l'Algérie ne peut pas s'engager en tant que médiateur si elle n'est pas sûre de réussir. Ça ne fait partie d'aucun principe de médiation. Le principe de médiation, c'est que tu ne parles pas, on fait appel à toi. C'est pas toi qui proposes tes services. Le médiateur ne propose pas ses services. Ce sont les parties concernées qui vont vers le médiateur parce que le médiateur a cette réputation de bien travailler et d'aider les parties en conflit à résoudre leurs problèmes. Et puis, je vais clôturer et laisser les autres peut-être parler plus. La politique étrangère n'est que le reflet de ta politique intérieure. Tu ne peux pas faire face à des défis internationaux, négocier en international, parler du point de vue diplomatique avec l'international si vous n'avez pas de légitimité intérieure, parce que les gens savent exactement ce qui se passe chez vous. Ils savent si vous êtes légitime ou pas, ils savent si vous êtes solvable ou pas, ils savent si la parole que vous donnez, elle est vraie ou pas. Tous les mensonges et les contre-vérités, ça se compte par milliers depuis qu'il est là. Et donc, ces dignitaires étrangers, ces pays étrangers, quand ils négocient avec vous pour des raisons économiques, etc., ils savent ce que vous valez par rapport à ce que vous faites, chez vous en Algérie.
Et finalement, ils utilisent quelques termes diplomatiques qui sont très très graves. C'est quand il dit que les points de non-retour. Ça, le point de non-retour dans les négociations internationales, c'est un mot très 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 grave qui fait partie de ce qu'on appelle la PATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, la meilleure alternative pour un accord négocié. Et ça, c'est une carte, c'est une dernière carte que tu utilises. Oui, puis il s'avance aussi pour tout un pays aussi, parce qu'il n'est pas sûr encore même si on se pose des questions, mais de continuer à diriger le pays. Mohamed Lamine Chibane, c'est à vous, docteur. C'est vrai que depuis maintenant quelques temps, des mensonges, des contre-vérités, problèmes de légitimité, on pourrait comme ça énumérer plusieurs items concernant vraiment le pouvoir fournir de l'huile à toute l'Afrique alors qu'il y a des problèmes en Algérie. Ça peut paraître un détail, mais c'est très important et ça révèle aussi la gestion et le fonctionnement. Par contre, on a eu là un président algérien vraiment droit dans ses bottes, hein. Il est clair sur tout, un pays pacifiste, il est prêt à régler les problèmes des autres, il est vraiment clair dans ce qu'il dit, et à l'inverse, l'état du pays, d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure, on est loin de cette réalité. Tout à fait, très loin de cette réalité, et tout à l'heure vous avez parlé que le président suggère pour être intermédiaire entre l'Ukraine et l'URSS, et plutôt la Russie. Mais comme vous dites, on ne peut pas être accepté par une partie lorsqu'on est avec une autre partie. Et je vous rappelle que M. Tayyip Erdogan, il nous a dévancé, et il a été à maintes reprises dans ses pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Donc on est vraiment encore en retard pour cela. Mais je voudrais aussi ajouter une chose, que la stabilité d'un pays, le respect d'un pays, il passe par le respect des droits humains, lorsqu'il applique les droits humains. Et là, malheureusement, nous sommes loin. Et je voudrais aussi ajouter une chose. Dr Salahdin Sidhoum, que je salue au passage, qui est un grand orthopédiste à Alger, il avait dit les titres et grades universitaires sont sans valeur quand on brade sa dignité et son honneur. Et je vais plus loin encore en disant une élite malheureusement indifférente, insensible aux attentes d'un peuple et qui est vraiment démobilisé. Et aussi, je voudrais saluer M. Fodil Boumala, que nous regrettons, on ne le voit plus. Malheureusement, il est muselé. Et il avait dit une fois, toute volonté, toute notion d'élite est liée à la volonté de changement. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce changement. Merci, docteur. Restez avec nous tous les deux, Hamid Lelou et Mohamed Lamine Chibane. J'espère pouvoir revenir vers vous. Le temps passe vite. Hassan Helash avec nous sur le plateau. D'abord, un mot. On l'a entendu et c'est vrai que c'est quotidien des Algériens en termes de liberté. Encore une fois, le président algérien qui nous parle de prétendues restrictions manipulées, main étrangère, financement. Tout va bien pour les journalistes alors que Hassan El-Qadi est derrière les barreaux. On pourra en citer plein. Et puis, je sais que la question aussi, vous y êtes attaché, vous avez une certaine expertise. Que se passe-t-il avec la France? Ça va mieux maintenant. Donc, il y a eu un entretien téléphonique hier. Tout va bien pour le meilleur des mondes, ça repart. Il va falloir juste faire des petits réglages en termes de communication, nous a dit apparemment dit l'Élysée. Je répondrai à cette question évidemment, mais j'aimerais d'abord, par rapport aux questions précédentes, je vous en prie. D'abord, soit Abdelmajid Tebboune est mal renseigné, soit il verse lui aussi dans le mensonge à propos d'Amnesty International sur les enfants palestiniens. Voici le dernier rapport d'Amnesty International. L'apartheid d'Israël contre la population palestinienne, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité. Voilà ce que dit
Amnesty International sur la Palestine. Et ça vous choque que le président algérien Ça me choque, oui. Oui, non, mais ce qu'il dit, mais qu'il ne soit pas renseigné, parce que souvent, il manque d'éléments d'encadrement, d'informations. Oui, mais il devrait quand même avoir plusieurs sources d'informations, parce que s'il y a juste un seul faisceau d'informations qui lui arrive, il doit s'inquiéter, il doit quand même se poser des questions. Les autorités israéliennes dénoncent justement, de la même façon que lui, Amnesty International, parce que cette organisation met le doigt sur ce qui fait mal, met le doigt sur la réalité palestinienne. Je lis deux, trois phrases, si vous me permettez. Les autorités israéliennes doivent rendre des comptes pour les crimes d'apartheid commis contre la population palestinienne, a déclaré Amnesty International mardi 1er février dans un nouveau rapport accablant. Donc on ne peut pas, l'Algérie ne peut pas se permettre comme ça de pointer du doigt Amnesty International en la diffamant, en disant des choses complètement fausses. Je crois que non seulement c'est contre-productif, mais c'est placer justement l'Algérie dans un système d'apartheid, c'est soutenir Israël quelque part. Indirectement. Indirectement, c'est soutenir la politique d'Israël. Donc ça, c'est absolument. Je voudrais vous entendre au moins une minute sur la France, parce que le temps touche à sa fin. La France, ça va mieux entre Macron et le président algérien? Je ne sais pas si ça va mieux. En tout cas, moi, je suis très content que ça reprenne. Hein. Je suis pour un axe Alger-Paris, mais sincère, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect, évidemment, des deux pays, des deux peuples, des intérêts des deux nations, etc. Ça rejoint votre question sur la possibilité de négocier, d'être le médiateur, que l'Algérie soit médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Moi, contrairement justement à ce qui se dit, moi je pense que c'est possible. Parce que l'Algérie a été un pays ami aussi bien de l'Ukraine que de l'Union soviétique à l'époque. Mais est-ce qu'elle a les compétences? Enfin, l'émission est terminée, mais est-ce qu'elle a la crédibilité, les compétences, le savoir-faire? Elle a besoin d'agir en binôme avec la France, peut-être avec la Turquie, mais pas toute seule, parce qu'elle n'en a pas les moyens, effectivement, ni diplomatiques, ni géopolitiques, ni économiques, etc. Vous savez, pour être un bon médiateur, il faut avoir les reins solides. Merci Hassan Helaj d'avoir été avec nous, docteur en sciences économiques. Je rappelle que votre livre sur Slimane Azam est toujours disponible. Hamid Lelou, merci infiniment, directeur de Reaching Independence True Social à Washington, et le docteur Mohamed Lamine Shibani. Une pensée à tous les Algériens et les Algériennes en ce mois de Ramadan. Ramadan Mubarak, Sahar Ramadan, Sahar Ftorkum, Sahar Ftorun, bon appétit à tous.